Bonjour, je vous souhaite la bienvenue dans cet épisode de Kool & The Band. Je suis Julia Boussard et j'ai le plaisir de vous accompagner ces 15 prochaines minutes. Vous l'aurez compris, ce podcast un poil givré et plein de chaleur humaine, c'est le vôtre. Il est dédié à la réfrigération industrielle et commerciale. Un grand merci à nos partenaires qui relaient ces épisodes. L'Association française du froid, Derrick et le monde du froid et Frigorist.fr. Pierre Cure, bonjour. Allez, on rentre direct dans la présentation. Après un BTS FED, Fluide Énergie Domotique option B, froid, lors duquel vous avez découvert les métiers de frigoriste et de cuisiniste, vous êtes arrivé à Lyon pour poursuivre sur la licence EDD. Et c'est à ce moment-là que vous êtes arrivé chez Cryotech aux côtés de son fondateur Marc Simonet, qu'on ne présente plus. Vous y êtes resté pendant les 2 années suivantes qui correspondent à vos années de master à l'IFI. Oui, bonjour Julia, tout à fait, c'est totalement ça. Pierre, on est ensemble aujourd'hui pour parler d'un sujet essentiel pour tous les professionnels de la réfrigération, mais qui est encore assez méconnu, c'est l'analyse de risque ou l'ADR. De la théorie à la pratique en passant par les projections futures. Allez, c'est parti, on va décortiquer tout ça. Pierre, qui est concerné par cette analyse de risque, cette ADR, et quel type d'installations sont concernées ? Alors, ce qu'il faut avoir en tête, c'est qu'une analyse de risque, elle est unique, elle est singulière. Le constructeur va donc faire la sienne par rapport à ses obligations, puis faire suivre au distributeur. En général, c'est plus de la gestion administrative. Et l'installateur aussi, lui, vis-à-vis de sa partie, face à du coup son client qui est l'exploitant. Bref, en gros, l'analyse de risque, elle reprend le cycle de vie de l'installation. À chaque phase, il doit y avoir une analyse de risque qui se base sur la précédente. Donc, l'installateur doit prendre en compte les éléments du fabricant et sa partie installation in situ. Donc, finalement, l'installateur doit être et doit se mettre au courant des préconisations du fabricant. Oui, donc l'installateur, il doit faire la bascule entre les obligations du constructeur, soit partie conception-construction, et notamment vis-à-vis de ses obligations, donc le volet réglementaire, autrement dit, l'AF-Gaz, la DESP, et lui jusqu'à la mise en service. Donc c'est un travail de coordination au final de tous ces éléments. Et c'est quoi l'objectif de l'analyse de risque ? Alors l'objectif principal, c'est de garantir la sécurité d'une installation, mais pas que. C'est d'éviter ce qu'on appelle le scénario de risque. Pour cela, en gros, la première étape, c'est d'identifier les phénomènes dangereux, donc éviter une première cause qui amènerait à une situation dangereuse. C'est là où on implique les biens, l'environnement, les personnes, et éviter donc une seconde cause qui amènerait évidemment au dommage. Et plus concrètement ? On va prendre un exemple, par exemple, avec les fluides inflammables. Voilà, c'est un sujet qui est dans l'actualité. Donc là, ici, le phénomène dangereux, on ne peut pas l'éviter. Intrinsèquement, il est dans la machine. Donc la première cause, par exemple, ce serait la dégradation d'un joint d'étanchéité. La situation dangereuse, ce serait donc une fuite qui amènerait à une deuxième cause, une source d'ignition, une étincelle, avec une apparition d'une zone d'inflammabilité et évidemment, le dommage qui serait l'explosion. Oui. Voilà, c'est ça. On voit bien effectivement le scénario risque dont on parlait quand on le pose comme ça. Si on regarde la partie juridique, quel texte réglementaire vient d'encadrer cette analyse de risque ? Alors, on pourrait les catégoriser en plusieurs niveaux, on pourrait les qualifier comme ça. En premier, donc, on a les obligations. Voilà, c'est de l'ordre de l'obligation. C'est les textes européens. Globalement, nous, on va parler de 2 types de textes qui sont la directive et le règlement. Dans notre milieu, c'est ceux qu'on retrouve le plus. Et d'autre part, au niveau français, donc l'application de ces textes-là, nationale, donc en France, en l'occurrence, c'est évidemment donc les lois, les décrets, les arrêtés, etc. Est-ce qu'on peut juste repréciser un point et revenir sur la différence entre un règlement et une directive, Pierre, s'il vous plaît ? Ok, très bien. Alors, dans les 2 cas, quand on parle de directive ou de règlement, c'est au niveau européen. Voilà, c'est de l'ordre de l'obligation, comme on vient de le dire. La grosse différence qu'il y a entre le règlement et la directive, c'est que la directive est évidemment applicable à minima dans chaque pays membre de l'UE, mais on a un temps de transposition pour l'application nationale dans ces pays-là. Le règlement, lui, il est applicable tout de suite. On peut qualifier ça d'application copier-coller en l'état.
Très bien, donc ça, les obligations, c'est le premier niveau. Ensuite, qu'est-ce qu'on retrouve dans un deuxième niveau ? Alors, le deuxième niveau, donc, ce serait ce qu'on appelle la recommandation. Voilà. Comme son nom l'indique, donc ce n'est pas obligatoire. On parle ici de normes, qu'elles soient françaises, européennes, internationales, avec les ISO et IEC. C'est là où on va retrouver la matière utile, hein, là où le texte européen est très généraliste, puisqu'elle confère les règles de l'art de notre métier. Et en cas de litige, ça a un réel poids. Ok, donc pour mettre tous ces concepts en perspective, on peut dire que quand on parle de F-Gaz, on parle de règlement européen. Ouais. La DESP, c'est de la directive européenne. Et quand on parle de EN 378, on parle d'une recommandation puisqu'il s'agit d'une norme. Et pour terminer, le CH35, c'est un arrêté français. Exactement, voilà. Ok. Merci pour ces précisions sur les tenants et les aboutissants de ces termes. Mais on va revenir sur la question initiale. Sur quel texte se base l'analyse de risque? Alors, la principale, c'est la NF-EN 378. Donc, que vous soyez constructeur, installateur, distributeur, il faut savoir que la EN 378, elle est scindée en 4 parties, une pour chaque phase du cycle de vie de l'installation. Donc, la partie 1, ça serait les contextes, les définitions, voilà, de ce qu'est une analyse de risque. La partie 2, c'est la partie conception-construction. La partie 3, installation in situ. Et la partie 4, c'est les phases de maintenance de mise au rebut. Ok, donc finalement, la partie 2, elle ne concerne que le fabricant. La partie 3, c'est là où l'installateur va commencer à intervenir. Mais qu'est-ce que le frigoriste doit faire ressortir finalement dans cette analyse de risque? Cette partie 3, qu'est-ce qu'elle nous dit? Alors, elle nous dit que le frigoriste, évidemment, dans un premier temps, doit déterminer ces bonnes données d'entrée. Donc, on avait parlé de phénomènes dangereux. Il faut pouvoir les identifier. En l'occurrence ici, donc il y en a plusieurs types. Donc, la catégorie d'emplacement, la catégorie d'accès, le type d'application, le type de fluide et la limite de charge, qui vaut autant que toutes ces données d'entrée-là, mais qui dépend de celles citées précédemment. D'accord. Et on doit la faire quand, cette analyse? Est-ce qu'on la fait au moment de la mise en service? Alors, non, c'est dès l'étude, donc à la commande. Et ceux qui font appel à un bureau d'études, alors, parce que finalement, là, le bureau d'études a les mêmes responsabilités que le frigoriste? Alors, oui, il faut savoir qu'une partie des informations utiles, comme on l'a dit, devront être fournies par le constructeur, voilà, en amont. Néanmoins, les installateurs doivent faire cette analyse de risque qui lui est propre, puisqu'elle est, comme on l'a dit, singulière pour être protégée en cas de litige. C'est dans le dossier d'ouvrage à exécuter, d'ailleurs, ce qu'on conseille, qu'ils doivent l'intégrer dès le devis. Donc, pour un BE, on peut dire que c'est la même chose si l'analyse de risque, elle est demandée par l'installateur. Pierre, si l'analyse de risque se base sur l'EN 378, on parle donc d'une norme. Est-ce qu'il s'agit d'une obligation? Alors non, c'est de l'ordre de la recommandation, mais c'est vraiment important de noter qu'une analyse de risque, elle garantit au frigoriste une diminution de son implication dans les litiges. Et on a évoqué le scénario du risque, ce qui sert à l'identifier, à l'évaluer, mais qu'en est-il concrètement des mesures de prévention à mettre en place? Oula, il y en a quand même pas mal. Ça va être compliqué d'être vraiment exhaustif parce que c'est vraiment un gros morceau, cette norme-là. Chaque donnée d'entrée implique une évaluation et des mesures singulières, donc des mesures de prévention de risque. Par exemple, pour ce qui est de l'utilisation, on cite un exemple d'un fluide inflammable sans limite de charge dans une salle des machines, par exemple pour un établissement recevant du public, donc un ERP. Concrètement, pour n'en citer que quelques-unes, il devrait y avoir 2 alarmes sonores et visuelles avec des alimentations indépendantes, 3 boutons d'arrêt d'urgence à l'intérieur, à l'extérieur, à proximité de ce que cette norme définit comme le groupe de condensation, donc un récipient et un compresseur, donc proche de la machine, et un mode de ventilation, même 2 modes de ventilation, qui sont d'ailleurs même détaillés et qu'on retrouve dans le texte réglementaire qui est le CH35. Le CH35 qui a d'ailleurs été révisé en fin d'année 2025.
Alors oui, le CH35, c'est totalement ça. C'est un chapitre d'un arrêté donc de 1980 qui porte approbation donc des dispositions générales de règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les ERP. Voilà, donc cet arrêté, il est pour le coup volumineux. Pour le froid, nous, donc, on a l'arrêté maintenant du 20 octobre qui modifie donc ce chapitre de cet arrêté de 1980 qui encadre donc du coup l'utilisation des fluides inflammables dans les ERP pour l'ensemble des systèmes thermaux hors réfrigération. Et on se rend compte aussi que les plus gros accidents qui impliquent des fluides inflammables arrivent lors des phases de maintenance. Pourquoi ? Alors, c'est compliqué, j'ai pas toutes les statistiques réelles, j'aurais pas énormément de recul là-dessus, mais il est quand même vrai que les accidents impliquant des dommages corporels, donc scénario de risque plutôt inquiétant, se passent souvent lors d'une intervention d'un technicien en phase de maintenance. Pour le coup, il y a eu vraiment des gros efforts là-dessus, de la part des constructeurs et des installateurs. On a pu le voir au CIFA cette année. C'est qu'on s'est rendu compte que il y avait souvent un défaut de marquage qui a été du coup réglé. C'est-à-dire que le technicien, une fois sur site, n'a même pas l'information visuelle que l'installation fonctionne avec un fluide inflammable. D'accord. Soit pour nos auditeurs, voilà, le petit logo triangulaire d'une flamme jaune. Oui. Donc ça, je crois que ça provient d'une norme. C'est pour ceux qui sont un peu dans le milieu et qui initié, on va dire, c'est la 289, ou sinon au niveau donc pour ce qui est de l'obligation, on retrouve ça dans la CLP, c'est un autre texte européen, et c'est le fameux petit triangle rouge et blanc avec la flamme au milieu. Et vous auriez des exemples concrets d'accidents à nous partager qui viennent illustrer ça ? Alors oui, on en a quelques-uns. Là encore, on n'a pas tous les détails. Néanmoins, ce qu'on sait, nous, c'est pour n'en citer qu'un, il y a eu un accident qui est intervenu donc dans un sous-sol de restaurant où deux techniciens en phase donc de maintenance, encore là, sont intervenus sur une installation. Enfin, la bouteille a fini par exploser, donc on n'a vraiment pas le scénario total du risque et beaucoup de recul là-dessus. Néanmoins, là-dessus, voilà, il y a eu des dommages corporels. D'accord. Donc, en cas de litige, l'analyse de risque, c'est la première chose qui est demandée ? Alors non, l'ADR, elle n'est pas obligatoire, mais encore une fois, elle est vivement conseillée à intégrer dans le DOE, qui lui-même doit être aux côtés donc, du dossier de ESP. Il faut savoir qu'une des premières choses qui est demandée par l'expert, c'est ce fameux dossier de ESP. Et donc, le fait d'avoir fait son ADR dans les règles de l'art, ça va aussi donner de la crédibilité et du poids à son dossier dans ces cas-là. Bien sûr, avec un dossier d'ESP solide et une ADR qui l'est tout autant, on va vraiment limiter les mises en cause. Pierre, on n'en profiterait pas pour se faire un petit mémo sur la DESP ? Ok, encore là, c'est un gros morceau, mais il n'y a pas de souci. La DESP, donc, c'est une obligation européenne, comme on l'a dit, c'est une directive. Donc, il faut faire un dossier DESP donc, dès la conception. En général, c'est le fabricant et jusqu'à la mise en service. Donc, dans un premier temps, le fabricant détermine les exigences à mettre en place selon la catégorie de risque de l'équipement ou de l'installation. Une fois que c'est fait en fonction de cette catégorie de risque, il détermine des modules, des cahiers des charges, en gros des exigences qui sont plus ou moins contraignantes. Oui, et une fois que le dossier est réalisé ? Alors, il doit émettre une déclaration de conformité, donc le constructeur, et la transmettre donc à l'installateur et ou son distributeur. Encore une fois, cette notion de suivi-là, aux côtés d'autres éléments comme le manuel d'instruction, par exemple, qui est tout aussi important. Et ça s'arrête là ? Non, l'installateur, il doit lui construire un dossier d'ESP qui lui est propre, en ajoutant donc un plan d'identification des éléments, le certificat matière, le mode opératoire braseur, les qualifications 1 et 2 de brasage. Néanmoins, et c'est là aussi chose importante, s'il modifie la catégorie de risque de l'ensemble fourni par le constructeur, il devient fabricant au titre de la DESP et doit tout recommencer. D'accord, effectivement. Donc,
la chose à retenir, en tout cas, c'est que d'un point de vue opérationnel, il faut rajouter l'analyse de risque à son dossier DESP. Exactement. Donc, Pierre, cette analyse de risque, on l'a fait au moment de l'étude, mais une fois que l'installation elle est lancée, on est bon, on n'a plus besoin d'y toucher. Et si, alors je vais citer un exemple typique, c'est que prenons une phase de maintenance, donc un technicien qui intervient sur un meuble frigorifique de vente fonctionnant au propane. S'il déplace les meubles, donc il est susceptible de modifier une de ses données d'entrée, comme la classe d'emplacement, la catégorie d'emplacement. Et à ce moment-là, l'évaluation du risque n'est plus la même. Il doit mettre à jour son analyse de risque. C'est un peu l'histoire sans fin, quoi. Exactement. Et côté réglementaire, il faut s'attendre à des changements prochainement ? Alors, actuellement, c'est celle de 2017 qui est toujours en vigueur. Ça fait son chemin. Il y a eu des discussions sur la NFEN 378 qui est en révision. Affaire à suivre, donc. Oui, à travers plusieurs canaux. Alors, on comprend, pour le frigoriste, c'est compliqué d'une part à appliquer, mais au préalable, avant tout, d'avoir l'information. Donc, voilà, à travers l'AFF, la FCE, le SNEFCA ou encore la RPF, on peut vraiment rester informé des dernières nouveautés réglementaires. Puis vous reviendrez derrière le micro pour nous informer des dernières mises à jour. Oui, ça roule. OK. Pierre, merci pour cet éclairage sur l'analyse de risque. On retiendra qu'il s'agit d'une recommandation, c'est-à-dire qu'elle n'est pas obligatoire, mais gardons en tête qu'une ADR bien faite, selon les règles de l'art, c'est une véritable protection en cas de litige pour le frigoriste. Et malheureusement, des litiges arrivent encore trop régulièrement. On retiendra aussi que l'ADR se base principalement sur la norme EN 378 et qu'elle doit être ajoutée et transmise à l'exploitant, tout comme le dossier DESP. Tout à fait. En cas de doute, et pour aller plus loin, je me tiens bien évidemment disponible pour tous les auditeurs. Allez, on se donne rendez-vous le mois prochain pour un nouvel épisode dédié au froid commercial. Cool & the Band est produit par JBO, avec à la réalisation Alexandre Franco de Lucky Break. Et à l'animation, Julia Boussard. Ce podcast est disponible sur toutes les plateformes de diffusion. Spotify, Deezer, Google Podcast, Apple Podcast. Bref, si vous l'avez aimé, partagez-le à vos collègues, confrères et surtout, dites-nous en commentaire ce que vous en avez pensé. À très bientôt pour un nouvel épisode de Cool & the Band.